Alex, il m'arrive un truc incroyable. Hier, j'avoue que j'ai un peu abusé, j'ai bu trop de limonade, et ce matin, paf! Le mal de tête? Ouais, si, aussi, mais pas seulement, en fait, j'arrive à voir l'avenir. Non, c'est pas possible. Oui, mais je sais, personne ne me croit, mais moi, par exemple, tiens, aujourd'hui, on va avoir le reportage sur Superstar V8 Next Challenge, il y aura le temps perdu, et puis il y aura Retro et Magic. Tu triches, on t'a filé le conducteur. Street Fighter 4 avait su relancer il y a près de 2 ans maintenant l'intérêt du public pour les jeux de baston. Réalisation soignée, gameplay à la fois très technique et accessible, combat ultra dynamique, le titre Capcom ne manquait pas d'atouts pour allier à sa cause l'ensemble des joueurs. L'arrivée le 30 avril prochain de Super Street 4 est donc en soi un événement. Et le fait d'avoir pu essayer le jeu chez Capcom nous permet de le confirmer. Dès le premier regard, un changement est notable. Visuellement, le jeu a gagné en finesse. Les contours des personnages semblent plus nets, les couleurs plus vives. Ça, c'est pour l'aspect général. Mais Capcom propose également de nouveaux décors totalement bluffants. Les animations en arrière-plan sont très jolies et bien plus variées qu'auparavant. En témoigne le niveau se déroulant en Inde avec ses éléphants spectateurs assez impressionnants. Les environnements prennent donc vie au sens premier du terme. Mais l'apport majeur de ce Super Street Fighter reste les nouveaux personnages. 6 d'entre eux ont d'ores et déjà été annoncés, mais d'autres viendront s'ajouter à la liste, c'est certain. Si T-Hawk, DJ et Cody sont fidèles à eux-mêmes, on décrira donc leur gameplay plus tard, les surprises sont venues des 3 autres arrivants. Adon déjà, le disciple de Sagat est devenu incroyablement rapide et enchaîne les coups de pied aériens avec une vivacité impressionnante pour qui a déjà eu affaire à lui dans un autre jeu. Nul doute qu'en jouant sur sa vélocité, il sera possible de placer quelques combos dévastateurs. Cody, lui, est certainement le plus surprenant de tous, tant ses coups s'enchaînent à merveille. Bien plus qu'il n'y paraissait dans les vidéos. S'il est un poil plus lent que les autres, il compense en effet par quelques combos difficilement parables, à l'image du coup de poing tornade qui fait particulièrement mal. Si l'on ajoute à cela son lancer de cailloux qui permet de maintenir à distance l'adversaire, Cody pourrait bien être un personnage redoutable à contrer. Enfin, la petite nouvelle, Yuri, demandera plus de temps qu'une simple session d'essai pour être découverte. Pour autant, son coup de pied circulaire parcourant l'intégralité de l'écran et la triple boule bas moyen haut façon Sagat risque de faire beaucoup de dégâts. On attendra pour se prononcer sur son réel potentiel. Toutefois, avec son design accrocheur et ses ultras spectaculaires, les joueurs devraient vite tomber sous son charme et tenteront à coup sûr d'apprendre à la connaître. En parlant d'ultra justement, Super Street Fighter 4 est l'occasion pour chacun des personnages d'en obtenir un deuxième. Avant chaque combat, vous choisirez donc l'ultra de votre choix, ce qui ajoute une dimension tactique non négligeable aux affrontements. Car s'ils sont très impressionnants visuellement, ils sont surtout très efficaces. Le deuxième ultra de Zangief lui permet par exemple de choper au vol un adversaire et de l'exploser littéralement contre le sol. Un saut de trop et hop, voilà la moitié de votre barre de vie partie en fumée. Il faudra donc réviser les coups de chacun des persos si l'on veut être compétitif dans les tournois online, d'autant plus que certaines priorités ont changé. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le moment sur le jeu de baston très prometteur de Capcom. L'ensemble de ces changements lui assure sans aucun doute un avenir radieux. Nous, on a été convaincus en tout cas. On vous en reparle donc bientôt, peu avant la sortie du jeu, prévue on le rappelle pour le 30 avril. Mais oui, mais ça a été comme ça toute la journée. Personne ne croit que je vois vraiment l'avenir, quoi. Tiens, par exemple, Alex, ton téléphone va sonner, c'est une bonne nouvelle. Mais Benoît, c'est pas possible, on est au sous-sol, tu sais que ça capte pas. Ah. Allô? Quoi? Puffy de retour en France, mais c'est une super nouvelle. Mais comment tu savais ça, Benoît? Mais je te dis, depuis ce matin, c'est pareil. Et attends, c'est pas fini. Quelqu'un va rentrer, il faut surtout pas que tu lui dises oui. Alex, pose pas de questions et dis-moi oui. Bien sûr, Cyril, pas de problème. Non mais Benoît, tu comprends, je peux pas lui dire non à Cyril. Mais j'ai dit oui à quoi? Franchement, je savais que t'étais un vrai pote. Tu m'accompagnes à la fête de la marmotte. Bon allez, j'y vais. Salut. Salut. À l'occasion d'un petit événement parisien organisé par Trade West, nous avons eu l'occasion de rencontrer Gianni Morbidelli, producteur sur le jeu de moto SBK X et le jeu de voiture Superstar V8 Next Challenge. C'est en 2005 qu'il a commencé à travailler pour le studio milanais Milestone, situé tout près du circuit de Monza et bien connu pour développer depuis 1996 des simulations automoto. Milestone started in 1996 with Screamer.
that was an arcade game cigarette style, and then moved from 4 wheels to 2 wheels. Then he started taking care of Superbike series for a lot of years, becoming specialized in racing games. We're proud to have introduced the Tiger Effect in 2005 with Squadra Corsa Alfa Romeo, SCAR. People didn't like that effect at that time. Tiger Effect was the possibility to rewind the race if you make a mistake. As you know, now a lot of game companies are using this effect, this rewind effect, in a lot of racing games. And maybe it was too early to introduce this feature to the audience in 2005. Récemment utilisée dans des titres tels que Colin McRae Dirt 2, la fonction Rewind fait en effet partie intégrante des simularcades actuels. On peut s'étonner du coup que cette fonction, dont la paternité est revendiquée par Milestone, ne soit pas implémentée dans les 2 titres ici présentés. Destinés aux consoles Next Gen, SBKX et Superstar V8 Next Challenge utilisent le même moteur, développé en interne chez Milestone et baptisé du nom de X-Engine. As Milestone, we are working on our own graphic engine since 2005. Now we have really polished it and we have improved it a lot, and we are now proud to call it the X-Engine. The X-Engine manages everything in the game, from the game physics to the graphics to the online modes, to the multiplayer, to the AI. And this year the X-Engine allowed us to put in the game a lot of things that players from the forum, the press were asking to us from the last games. Ce moteur gère la végétation au bord des circuits tels que les arbres 3D, des stands remplis de spectateurs également modélisés en 3D, ou encore les officiels et leurs petits drapeaux. Mais surtout, il gère de manière dynamique les circuits eux-mêmes. We have also a brand new technology called by us Evolving Track that manages dynamically the tarmac condition while you're racing on the track. For example, if the race is on a sunny day, at the start the track will be clean and polished. Then it will start to appear a rubber streak when the bike brakes and corner, providing the player with more grip and making him faster. Considérant la scission entre les genres simulation et arcade obsolète, les prochaines productions Milestone se proposent de fusionner une fois pour toutes les 2 catégories, sans avoir recours aux artifices habituels. Sometimes happens that a game is for arcade gamers only or for simulation gamers only. This year, in one unique pack by playing SBKX, you will find on the main menu the possibility to choose from simulation game mode and arcade game mode. This is not only about physics, because it's not like past years that we did some driving aids to the bike. This year we totally rewritten the design of the arcade part of the game. So you have a simulation mode that contains the career and other things, and you have a simulation physics, and arcade mode that is totally split, where you have a totally brand new game physics. Pour conclure, sachez que le multi a également été amélioré en gérant non plus 8, mais 16 joueurs sur le même circuit. Et afin de limiter les lags, les 2 jeux géreront désormais un système de connexion peer-to-peer. Rendez-vous en mai pour la critique de SBKX et en avril pour celle de Superstar V8 Next Challenge, en espérant que les 2 titres tiennent leurs promesses et fassent honneur à la riche ludographie de Milestone. Bon, là maintenant, tu me crois? J'ai encore du mal. Bah, attends, ta caméra, elle va tomber en rate de batterie avant que j'ai eu le temps de lancer les temps perdus. N'importe quoi. Je l'ai branché sur le secteur. Ouais. Bonjour. Ça pousse, vous avez des boutons partout. Mais avant de pouvoir approcher un dermato rigolo et ses lotions à 1 million d'euros, il faudra d'abord passer par la case généraliste. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bien le temps perdu. 2009, à défaut d'être une année pleine de joie, de bonheur et surtout de plein de sous, fut au moins, reconnaissons-le, une année pleine de jeux.
Enfin, sur vos consoles et tout ça, je sais pas. Mais sur la toile, c'était la fête. Alors, évidemment, nous avons dû faire des choix, et certains titres, malgré toute leur surpuissante qualité vidéoludique, sont passés un peu à la trappe. Ainsi, nous ne nous sommes pas aventurés dans les aquarelles enfantines et gore de Hansel et Gretel. De toute façon, les contes pour enfants, ça fait peur. C'est comme se retrouver tout seul avec soi-même, j'aime pas ça non plus. Du coup, nous n'avons même pas jeté un demi-coup d'œil à The Company of Myself, d'autant plus que là, dès soi-même, il y en a plein, alors c'est super flippant. Nous n'avons même pas effleuré la fibre nostalgique en nous essayant à la parfaite conversion en flash de l'excellentissime Quake. De toute façon, les first-person shooters, ça fait mal à la tête. Alors forcément, on a des regrets, on aurait pu au moins vous parler de The Forest Temple, où l'on aurait bien aimé assister à un baiser super final entre Fireboy et Watergirl. Et que dire du super giga hyper old school Fantasy of the Sword? Voilà un jeu dont il aurait fallu parler. Alors aujourd'hui, nous allons réparer cette injustice. Non, parce que c'est vrai, il faut essayer de traiter un maximum de bouffetants dans cette émission. Sinon après, vous allez arrêter de regarder, l'audience va baisser, et je vais me faire taper dessus par les dirigeants de la chaîne. En même temps, faut se mettre à ma place, c'est pas évident de traiter tous ces petits bijoux de la toile. Je ne suis pas non plus un magicien, je suis pas Mandrake, hein. Il faut s'y retrouver dans les méandres d'internet. C'est un véritable labyrinthe, un peu comme un puzzle géant qu'il faudrait reconstruire pour se frayer un chemin. Donc ok, on va réparer l'injustice, mais je ne vais pas non plus en faire trop, parce qu'il faudrait voir à pas exagérer tout de même, hein. Je vais donc vous sortir mon coup de cœur de l'année. Ouais, juste un. Alors ne comptez pas sur moi pour parler de Paradoxion Express, on en a déjà trop vu des puzzle games. Non. Et inutile d'insister, nous n'irons pas non plus faire grimper nos niveaux dans Level Up. Ok, je sais, c'était l'un des meilleurs jeux de 2009, mais non. Et quand je dis non, c'est non. Ça ne sert à rien de vous énerver et de balancer des gros cailloux sur tout ce qui bouge. Ça ne marche pas avec moi. Non, en 2009, mon jeu que j'ai surkiffé trop de la balle, c'est Civilization Noir. Un jeu de stratégie comme je les aime, où on crée des bons hommes, qu'on jette ensuite sur les bâtiments adverses pour devenir au plus vite le chef incontesté de la région. 3 camps jouables, une centaine de niveaux, 3 boss monstrueusement difficiles, 8 modes de jeu et des heures de plaisir. Alors je sais, parler d'un seul jeu dans cette émission, c'est un peu triste. Et c'est surtout dommage. Car je suis sûr que si nous avions donné, je sais pas moi, par exemple 13 titres, eh bien là, aucun problème. Vous n'auriez certainement pas oublié que, pour gagner plus, jouez plus. Bon Benoît, t'es prêt? Ça tourne. Quand même. Mais pendant que tu changeais la batterie, j'ai repensé à ce truc-là, ce qui m'arrive. En fait, c'est comme Cassandre dans la mythologie grecque. Y avait Apollon, il lui avait donné le don de prédire l'avenir, et après il l'avait maudit en lui disant que personne ne la croirait. C'est vachement cruel. Ouais, c'était un salaud quand même. Et je crois que c'est exactement ce qui m'arrive. Je te crois pas. Ah ben, voilà. Créé par l'animateur Robert McKimson en 1954, le personnage de Taz, le diable de Tasmanie à l'appétit insatiable, fait partie de la grande famille des Looney Tunes. Il fit son grand retour sur le devant de la scène au début des années 90 avec la série télévisée Tazmania. La popularité de la série permit à Taz de devenir également héros de jeux vidéo. Taz fait ses débuts en jeu vidéo sur Mega Drive avec Tazmania. Il s'agit d'un jeu de plateforme au gameplay assez classique mais qui exploite de manière intelligente les différentes capacités du virevoltant diable. Comme dans les cartoons, Taz peut donc se mettre en toupie pour envoyer valser les ennemis. Il pourra également cracher du feu après avoir avalé des piments rouges. Mais le joueur devra toutefois se méfier de la tendance de Taz à avaler tout ce qui lui passe à portée de main, car les niveaux contiennent aussi des bombes aptes à infliger à Taz de belles brûlures d'estomac. L'histoire voit notre diable de Tasmanie se mettre en quête de la légendaire vallée perdue, où l'on raconte que vivent d'anciens oiseaux préhistoriques. Évidemment, si Taz entreprend le voyage, ce n'est pas pour des raisons ornithologiques. Qui dit oiseau géant dit œuf géant, et l'œuf est le mets préféré de Taz.
Et oui, comme il le dit lui-même, « Bah bon lot, Tazemlof !» En dépit d'une maniabilité parfois un peu rigide, Tazmania était une adaptation de qualité grâce à ses graphismes chatoyants suivant à la lettre la charte graphique de la série télévisée. On se souviendra notamment des sublimes stages prenant place dans la jungle, notamment celui où, tel Frogger, Taz devra traverser une rivière en sautant sur des rondins de bois. Le jeu contenait également quelques passages pour le moins crispants, et plus particulièrement le niveau de la mine. Un véritable cauchemar dans lequel le joueur doit apprendre par cœur le parcours, sous peine de précipiter son wagonnet dans un obstacle mortel. La Super Nintendo aura également droit à un jeu adapté de la série Tazmania, mais il s'agit d'un jeu au gameplay totalement différent. Point de plateforme cette fois-ci, il s'agit plutôt d'une sorte de jeu de course en mode 7, dans lequel Taz doit poursuivre d'appétissants oiseaux kiwis, tout en évitant de se faire écraser par les voitures. Évidemment, le joueur a un temps limité pour attraper tous les oiseaux. Par chance, il pourra aussi regagner quelques points de vie et secondes supplémentaires en attrapant au vol des oiseaux bleus et rouges. Graphiquement très soigné, le jeu est malheureusement très répétitif et donc vite oublié. Taz sera de retour sur Mega Drive en 1994 dans Escape from Mars, une nouvelle aventure qui n'est pas dérivée de la série télé Tazmania, mais s'inspire plutôt des cartoons des années 50 et 60. Pourtant, le style du jeu et le gameplay sont dans la droite lignée du jeu Tazmania, et la ressemblance graphique entre les deux jeux est évidente. Il n'est donc pas usurpé de dire qu'Escape from Mars est la suite de Tazmania. Taz a cette fois-ci quelques problèmes avec Marvin le Martien, qui a décidé de le capturer pour son zoo galactique. Évidemment, Taz entend bien s'échapper et retrouver le chemin de la Terre. Le chemin sera toutefois plus long que prévu puisque Taz se retrouvera sur diverses planètes et voyagera même à travers le temps. Escape from Mars agrandit la palette de mouvements de Taz. Ainsi, sa toupie lui permet désormais de défier la gravité et de tracer sa route sur les murs et même au plafond. Il pourra également rebondir sur des parois rapprochées et ainsi escalader des cheminées, préfigurant le fameux wall jump de Super Mario. La difficulté était au rendez-vous, grâce notamment à la présence de boss de fin de niveau assez coriaces et nécessitant de respecter une méthode sans faille pour en venir à bout. Comme le premier épisode avant lui, Escape from Mars avait également quelques passages assez crispants, comme celui où Taz est poursuivi par un gigantesque excavateur à travers un dédale de galeries. Ce Retro & Magic ne serait pas complet sans mentionner les 2 épisodes de Tazmania sortis sur Game Boy. Il s'agit de jeux de plateforme 2D assez anecdotiques, n'ayant pas grand chose à voir avec les épisodes sortis sur Mega Drive ou Super Nintendo. La carrière de Taz en jeu vidéo ne s'arrêta pas là, puisque le Diable de Tasmanie est régulièrement réapparu sur console. Par exemple dans La Spirale du Temps, où il fait équipe avec nul autre que Bugs Bunny, ou encore Taz Express sur Nintendo 64 et Taz Wanted sur PlayStation 2 et GameCube. Bon écoute Benoît, je te crois pas, mais je suis convaincu, c'est génial. Tu vas trouver les chiffres du loto et on va sauver la chaîne. On va pouvoir faire des reportages de dingue, tu vas continuer à faire 101%, tu vas même changer de t-shirt, c'est trop fort. Pour fêter ça, je te propose d'aller boire quelques verres de limonade. Aïe. Ah. Ah. Oh. Ouais. Allô? Hey. Hey Benoît, c'est Alex. Ah, salut. Ouais, j'aurais dû boire moins de limonade hier et prendre des notes. Je sais même plus ce que tu m'as dit pour les numéros là, tu sais le loto. Le loto. Ouais, tu peux me les passer s'il te plaît? Je suis désolé là, je sais vraiment pas, hein. Je suis en plein coma hyperglycémique. T'as perdu ton pouvoir? Ah, non, pas du tout. Pas du tout, Alex. Je vois même que tu vas m'augmenter. Au revoir Benoît. Quel con.